Eh bien, merci beaucoup, très sympathique. Et bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, je ne sais pas si mon rêve que j'avais quand j'étais jeune, il est bien qu'il ne se soit pas réalisé ou pas. En tout cas, je suis très content d'avoir fait la carrière que j'ai faite dans l'industrie et effectivement aussi en partenariat avec le monde académique parce que c'est effectivement quelque chose qui est majeur dans le monde de la recherche, dans le monde de l'industrie. C'est de faire travailler ensemble la recherche dite fondamentale et la recherche appliquée qu'on fait dans l'industrie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de chimie. Je ne vais pas trop vous parler de terres rares, même si j'y ai passé beaucoup de temps. Et je vais vous parler de la chimie en général. euh, et en particulier, parce que vous ne le savez peut-être pas, du fait que la chimie, vous l'avez constamment avec vous dans votre vie de tous les jours. Parce que vous allez rencontrer des applications de la chimie dans pratiquement tout ce que vous faites. Vous avez mentionné le téléphone portable. Le téléphone portable, il y a de la chimie partout. Il y a des polymères, il y a des matériaux électroniques, il y a eu besoin de solvants ou de décapants pour nettoyer les métaux, il y a des métaux précieux. Donc c'est un concentré de technologies issues de la chimie. Mais il y a plein d'autres applications et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Donc je vais vous parler évidemment beaucoup de Solvay parce que c'est la société pour laquelle je travaille, mais aussi parce que comme société de chimie généraliste qui fabrique un grand nombre de produits chimiques, on est représentatif de ce qu'est l'industrie chimique. Et vous pourriez avoir le même type de présentation par d'autres grands industriels de la chimie, et on vous dirait à peu près la même chose. Et on est d'ailleurs souvent en concurrence sur le développement des technologies. Euh, donc je vais quand même vous parler de Solvay pour vous donner une idée de ce que c'est qu'une grande entreprise de chimie. Vous avez quelques chiffres. Alors effectivement, je me rends compte que les transparents sont en anglais, mais je vais vous parler quand même en français ou en bordelais. Ça vous permettra aussi de pratiquer un peu votre anglais. Donc vous voyez, ce sont des sociétés qui emploient beaucoup de personnes dans le monde. On est présent dans le monde entier, à la fois pour la production et pour la recherche. Vous voyez qu'on a des sites industriels parce que la chimie, c'est avant tout la production. Et donc, il faut avoir pour ça des usines. Et pour supporter le futur, pour innover, il faut des centres de recherche. Et vous voyez qu'on a également un grand nombre de centres de recherche qui sont localisés un peu partout dans le monde. On est très attentif à la sécurité, parce que la chimie, c'est quelque chose de dangereux. Si on maîtrise les conditions opératoires, on limite les risques, mais il y a toujours un danger. Et un danger qui peut se trouver d'ailleurs simplement dans l'accès à l'usine. Ce matin, j'ai été très frappé, dans le mauvais sens, de voir qu'on organisait une réunion comme celle-là et que les trottoirs n'étaient pas dessalés, et j'espère qu'aucun d'entre vous n'est tombé, mais la sécurité commence là-dedans. Et donc, pour être sûr qu'on se donne tous les moyens d'assurer des bonnes conditions de travail pour nos opérateurs, mais également pour l'environnement, on mesure le nombre d'accidents et on fait en sorte que ces chiffres-là soient les plus bas possibles. On travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle l'aspect respectueux de l'environnement de nos solutions, c'est-à-dire qu'on vous parle souvent de la chimie pour vous dire ce qui ne va pas. C'est-à-dire que si vous écoutez la radio ou la télévision, quand on parle d'un produit chimique, c'est toujours pour expliquer qu'il y a eu un problème. C'est jamais pour vous expliquer ce que la chimie vous a amené. Et un des points importants, c'est que la chimie, justement, puisse limiter ces accidents qui peuvent arriver, ces pollutions, ces explosions, et donc développe des solutions respectueuses de l'environnement, ce qu'on appelle des solutions durables. Et donc là aussi, on s'assure que les solutions qui sont développées, on fait des mesures très précises sur cela, sur l'impact des solutions que développe l'industrie chimique sur l'environnement. Donc ce pourcentage approche, le moment venu, les 100%. Et c'est vrai qu'on vient de loin et donc on travaille beaucoup là-dessus. Et puis ensuite, on a des chiffres, on mesure toujours notre rentabilité. Et évidemment, plus haut sont ces chiffres, mieux c'est. Parce que c'est ça qui permet à la fois de payer les employés, mais aussi d'investir pour l'avenir. Alors, la chimie, elle est au service de la société. Je vous l'ai dit, vous allez la retrouver partout. Et pour ça, on va travailler sur les grands défis de la société de demain. Qu'est-ce que vous, en tant que consommateur,
et vous les jeunes en particulier, vous attendez dans votre vie à venir. Donc il faut qu'on travaille sur l'avenir, mais on travaille d'une manière responsable, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la chimie à tout prix écologique, et donc on va s'assurer d'intégrer quels sont les besoins de la société pour développer les produits adaptés à vos besoins. Vous avez tous vécu depuis, je pense, votre naissance avec le téléphone portable. Le téléphone portable, il s'est développé parce qu'il y a des gens qui ont inventé ces systèmes-là et ils ont eu besoin des chimistes pour leur fabriquer les polymères, les matériaux électroniques qui ont permis de développer ces téléphones-là. Et les plus anciens comme moi ont vu des téléphones qui étaient portables, mais où il fallait avoir une mallette pour transporter le téléphone et tout ça. Et donc tout ça, ça a progressé parce que les gens se sont intéressés à développer ces innovations et que le chimiste a pu anticiper les solutions en travaillant avec eux. Donc, les grandes tendances qu'on va avoir pour le futur, c'est évidemment une démographie et un comportement du consommateur qui évolue. C'est-à-dire vous avez toujours besoin de choses nouvelles, de choses rapides. Vous êtes habitué à ce que vous téléphonez ou vous envoyez un message, à ce que ça marche à toute vitesse. Je peux vous dire que de mon temps, quand on envoyait un mail, ça pouvait prendre 1 heure au début, quand ces systèmes ont été inventés. Et donc vous avez besoin toujours de plus de rapidité et vous avez donc des comportements qu'il faut analyser pour développer les innovations. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ça va de plus en plus vite. Donc il faut être capable de réagir très très vite lorsque on fait de la recherche pour anticiper les besoins et pour répondre à nos clients. Alors nos clients sont la plupart du temps les gens à qui vous achetez. On parlera tout à l'heure de shampoing, on parlera de polymères. Nos clients, ce sont ceux qui mettent les produits sur le marché. Et donc il faut aller très très vite, donc avoir des gens qui soient très réactifs par rapport aux demandes. Et puis évidemment, il y a la ressource, c'est-à-dire que vous le savez, la ressource pétrole, elle n'est pas infinie en termes d'accessibilité, il y en aura toujours. Et même si elle est de toute façon accessible, elle pose un certain nombre de problèmes environnementaux. Et donc, il faut qu'on s'adapte avec l'utilisation de produits plus issus de la biomasse et donc adapter les procédés à ça. Donc ça, c'est ce qui définit finalement notre façon de travailler. Et comme je vous l'ai dit, la chimie, on va la retrouver partout. Donc, on va regarder tout ça en détail, mais vous voyez que vous retrouvez la chimie dans le soin de la personne et la santé, vous retrouvez la chimie dans l'automobile et l'aéronautique, et vous allez voir pas mal d'exemples, dans l'environnement, dans la formulation pour l'agrochimie, le traitement, des traitements agrochimiques, que ce soit la formulation de pesticides, herbicides, qui sont nécessaires à une certaine agriculture, mais dont on essaie de limiter l'utilisation en ciblant mieux la performance de ces systèmes-là. Beaucoup de chimie dans l'électricité et l'électronique, chimie dans les matériaux de construction, je pense que Didier vous en parlera tout à l'heure, puis des applications plus industrielles. Donc vous voyez que la chimie, elle est partout, et on va regarder plus en détail quelques-unes des applications. Alors, on cherche toujours à trouver la raison de l'utilisation des produits chimiques. Donc, dans le cas de ce qu'on appelle les soins de la personne et la santé, c'est évidemment améliorer la qualité de la vie. Et pour ça, on développe des solutions qui vont vous permettre finalement d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de soins. Ça va être par exemple donc, ce qu'on appelle les solutions pour le soin de la personne. Ce qu'il y a derrière ça, c'est avant tout les cosmétiques et les shampoings. Alors, vous utilisez très, très classiquement des shampoings ou des cosmétiques. Il faut savoir que ce sont des formulations très très compliquées dans lesquelles il y a beaucoup d'eau. Et finalement, lorsque vous prenez une bouteille de shampoing, que vous la renversez, c'est du liquide, donc ça devrait couler complètement, comme quand vous renversez une bouteille de Vittel ou une bouteille de ce que vous voudrez. Et ça coule pas. Ça coule, mais de manière très contrôlée, parce qu'on a contrôlé la viscosité de ces systèmes. Donc, et on a contrôlé le mélange entre des formulations d'huile et d'eau qui sont a priori pas compatibles. Alors, on fait ça avec ce qu'on appelle des tensioactifs. Ce sont des éléments qui compatibilisent l'huile et l'eau et qui permettent de développer les formulations de shampoing qui coulent bien et qui ensuite vont développer la capacité de déposer les actifs
pour que vos cheveux soient plus volumineux, plus tout ce qu'on veut. Alors là, vous voyez toutes les réclames, toutes les publicités que vous pouvez trouver dans votre vie quotidienne. La mise au point de ces formulations de shampoing est faite par l'utilisation de produits chimiques. Et tout notre boulot, c'est de développer, bien sûr, ces tensioactifs de manière la plus industrielle possible, parce que vous imaginez que ce sont des centaines de milliers de tonnes qui sont utilisées dans le monde, et de manière la plus écologique possible, parce que, évidemment, lorsque vous faites un shampoing ou lorsque vous utilisez des gels de bain ou comme ça, tout ça, ça va directement à l'égout. Et donc, il est important aussi que... Donc, il y a beaucoup d'eau, donc ça, c'est pas grave. Il y a ensuite des stations de retraitement. Mais il est important qu'on n'envoie pas à l'égout des produits qui soient nocifs. Donc, des surfactants tensioactifs qui permettent de compatibiliser, de stabiliser ces formulations de shampoing ou de cosmétiques. C'est pareil, lorsque vous voulez passer des crèmes, il faut qu'elles soient hydratantes, il faut qu'elles soient douces sur la peau. Et tout ça, c'est lié à des propriétés physico-chimiques amenées par ces mélanges de surfactants de tensioactifs. Donc c'est quelque chose que vous avez vraiment dans votre vie de tous les jours et sur laquelle nous travaillons pour mettre au point ces tensioactifs qui sont utilisés par les fabricants de cosmétiques. Ensuite, on travaille, alors je ne vais pas passer tout en revue parce que je vais vous laisser le temps si vous avez des questions qu'on en parle. On travaille également des polymères qui vont aller dans des prothèses, par exemple. Et donc ça, c'est une application médicale. Donc c'est les prothèses de hanche, pour les anciens c'est utile, c'est des prothèses du genou, tout ce qu'on veut, y compris dans les applications dentaires. Et donc là on développe des polymères. Les polymères ce sont des matériaux plastiques, c'est le nom scientifique on pourrait dire pour les plastiques. Alors dans les plastiques vous avez plein de plastiques différents, vous en avez qui sont très performants et d'autres plus ou moins. Et puis donc ça vous donne une large variété de possibilités de développer des solutions en fonction de la nature du polymère, de la nature de ce plastique. Et puis vous avez également, on reviendra sur les polymères parce qu'il y a beaucoup d'autres applications. Vous avez évidemment le bicarbonate de soude, qui est un matériau, un produit historique. C'est sur la fabrication de ce produit que la société Solvay s'est construite. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la société Solvay, elle a été créée par Monsieur Solvay il y a 150 ans et que depuis c'est toujours une société familiale, mais c'est parce que Ernest Solvay avait découvert un procédé nouveau pour la fabrication du bicarbonate qu'il a créé sa société et qu'il a ensuite développé et que ses descendants ont continué à développer. Donc le bicarbonate c'est quelque chose que vous trouvez dans les tablettes effervescentes, donc dans les applications médicaments. Alors l'automobile et l'aéronautique, c'est la mobilité plus responsable, plus propre. Parce que la chimie dans l'automobile, dans le déplacement, dans la mobilité, elle amène à la fois la capacité d'économiser du poids, et quand vous économisez du poids, vous économisez de la ressource, donc de l'énergie. Elle amène également la capacité d'avoir une meilleure efficacité énergétique. Elle amène également l'électrification des systèmes. Vous savez qu'on va de plus en plus vers le véhicule électrique. Et puis elle amène également des technologies responsables de l'environnement, en particulier au niveau de la dépollution et de l'utilisation de matériaux catalytiques. Donc vous voyez que dans une voiture, et on doit la voir ici, vous voyez partout où la chimie est utilisée. Donc vous l'avez à la fois dans des pièces, vous savez que dans une voiture, vous voyez, il y a également beaucoup de plastique, comme on dit, donc beaucoup de ces polymères. Et en fonction de leur utilisation, on a des polymères qui vont sur les capots, sur les ailes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça permet d'alléger la voiture, donc de consommer moins de carburant. Vous les avez dans l'isolation, isolation phonique, isolation électrique. Vous avez de la chimie dans les pneus. Les pneus, c'est ce qui fait rouler la voiture. C'est quelque chose qu'on essaie ça coûte cher, et donc il faut que ça dure le plus longtemps possible. Et c'est du caoutchouc, donc c'est du caoutchouc qui est renforcé pour qu'il dure plus longtemps par des particules minérales, qui sont des particules de silice. Des particules très très fines. La silice, c'est du sable, finalement, qu'on a retraité pour revenir à du sable beaucoup plus fin. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des grains de sable, vous imaginez, vous avez la même chose, mais à l'échelle de quelques nanomètres. C'est vraiment des très petites particules. Mais le fait que ces particules soient très fines permet qu'elles se dispersent complètement dans le caoutchouc et renforce les propriétés mécaniques du caoutchouc.
tout en gardant l'aspect élastique du caoutchouc. Donc il y a un compromis de propriété à trouver. Et ça s'est développé avec les fabricants de pneumatiques en développant ces fameuses silices qu'on fabrique à l'échelle de centaines de milliers de tonnes pour renforcer le caoutchouc. Donc à la fois on renforce le caoutchouc et il y a une autre propriété qui est améliorée, c'est la résistance au roulement. C'est-à-dire que le pneu roule beaucoup plus facilement et du coup, là aussi, moins de consommation d'énergie. C'est ce qui a permis à Michelin, par exemple, de développer le pneu d'hiver qui consomme 5% d'énergie en moins sur la durée de fonctionnement du pneu. Et bien sûr, les pneus durent beaucoup plus longtemps, quelques années, ou ne crèvent plus, donc parce que le caoutchouc a été amélioré. Et c'est ce qui permet de développer ces pneus qui durent beaucoup plus longtemps sur nos voitures. Et donc qui nous permettent, alors bien sûr, ils sont peut-être un peu plus chers à l'achat, mais à la fin, à la fois, on améliore l'environnement, l'impact sur l'environnement et on améliore la vie du consommateur. Ensuite, donc, on a parlé justement des terres rares tout à l'heure. Dans une voiture, il y a ce qu'on appelle un pot catalytique. C'est un système que vous avez donc couplé au pot d'échappement et qui permet de dépolluer les gaz émis par la voiture. Donc quand le moteur tourne, l'essence est brûlée et il se forme des produits comme des monoxydes de carbone, des monoxydes d'azote qui sont très toxiques. Le pot catalytique, il permet de transformer ces produits-là en CO2. Alors, vous allez me dire, ça ne résout pas le problème du CO2 et de l'impact du CO2 sur l'environnement, mais ça résout très nettement le problème de gaz très toxiques. Donc ces pots catalytiques, ils sont fabriqués à partir de terres rares, à partir d'oxyde de cérium et de métaux précieux, et ils ont permis aussi d'avoir donc des voitures beaucoup plus propres. La partie suivante de la voiture plus propre, ça pourrait être le véhicule électrique, mais là aussi, quand on regarde l'analyse complète du cycle de vie, ce n'est pas forcément totalement différenciant, simplement c'est une évolution des systèmes sur les véhicules. Et là aussi, la chimie va amener des solutions parce qu'on va avoir besoin de batteries très performantes. Et dans le cas des batteries, les produits chimiques utilisés pour les électrodes ou pour l'électrolyte, une batterie c'est 2 électrodes et un électrolyte au milieu, c'est ce qui va permettre de développer ces véhicules électriques de performance pour les 10 ou 20 années à venir. Bon, et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de polymères, et des polymères, alors là, de très haute performance, parce qu'il faut avoir des polymères qui résistent au choc. C'est-à-dire, si vous avez un accident, il ne faut pas que votre voiture elle soit complètement écrasée. Donc des polymères avec des performances mécaniques et des déformations qui soient le plus proches possible de celles de l'alu ou de l'acier qui est utilisé aujourd'hui dans les voitures. Donc il y a des grands défis de la mise au point de polymères de spécialité. Dans les avions, c'est pareil. Les avions d'aujourd'hui sont de plus en plus performants, là aussi de plus en plus efficaces dans les conditions de vol, dans la consommation énergétique. Et là aussi, vous développez de plus en plus, en particulier, de polymères dans les avions et de composites. Les composites sont des polymères un peu spéciaux avec des tissus de carbone qui sont enrobés de résine et qui ont des propriétés là aussi équivalentes à celles du métal, mais avec, avec une légèreté plus importante. Voilà. Mais vous avez aussi beaucoup de chimie dans tout ce qui est les câbles électriques à l'intérieur d'un avion. Si vous avez vu des avions désossés, c'est des milliers de câbles électriques. Et il y a un point important qui est également le point de la résistance au feu. C'est-à-dire que s'il y a un incendie à l'intérieur d'un avion, il faut avoir des matériaux qui ne brûlent pas rapidement. Et donc la capacité qu'on peut amener par des solutions de la chimie à développer des systèmes retardateurs de flammes est aussi un point important. Donc là aussi, vous voyez que vous avez des produits chimiques qui vont être utilisés dans un grand nombre d'applications. Donc des polymères de spécialité, des fluides, dans les fluides caloporteurs par exemple, et puis
Et puis évidemment des revêtements de surface, parce qu'on veut aussi avoir des systèmes qui soient anti-corrosion. Donc un avion qui se corroderait, c'est pas très bien. Des revêtements de surface pour assurer un meilleur glissement de l'avion dans l'air. Donc tout ça dans les peintures. Donc tout ça, ce sont des solutions qui sont amenées par les produits chimiques. Alors ensuite, la chimie, elle permet aussi de travailler sur l'environnement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chimie, de moins en moins, est une chimie de pollution et de plus en plus une chimie de solution vis-à-vis de la pollution. Parce qu'on amène des solutions par la chimie, soit en utilisant, alors pour l'extraction du pétrole, parce que mine de rien, aujourd'hui, le pétrole, on l'utilise encore comme c'est 95% de notre ressource énergétique. Donc il faut l'extraire dans les meilleures conditions possibles. Et on a en particulier des solutions, il y a beaucoup d'eau qui est utilisée, donc des solutions qui permettent de travailler dans les meilleures conditions. Toujours pareil, en travaillant sur la physico-chimie des systèmes d'extraction du pétrole, par des mélanges de surfactants, de tensioactifs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont souvent les mêmes que ceux qu'on va utiliser dans la cosmétique d'ailleurs, à part qu'on a des impératifs de coût qui sont différents, par des hydrocolloïdes. Et donc tous ces systèmes qui permettent de maîtriser la viscosité et de mieux extraire le pétrole. Bon, vous avez également des solutions donc, dans les batteries, je vous en ai parlé. On a besoin de stocker l'énergie et de la stocker dans les meilleures conditions et dans avec la meilleure capacité de restituer l'énergie, donc des batteries qui sont efficaces. Et donc là aussi, ce sont des produits chimiques qui permettent de développer les batteries du futur. Vous savez que les batteries aujourd'hui, la plupart des voitures, ce sont des batteries au plomb. Demain, il y en a de plus en plus des batteries au lithium, que vous avez soit dans vos téléphones portables, soit également dans le futur dans les voitures. Et toutes ces batteries se développent par une collaboration forte entre les équipes de chimistes et les équipes d'électrochimistes, les fabricants de batteries. Ensuite, vous avez de la chimie dans l'agriculture et dans la nourriture. Qu'on le veuille ou pas, il y a de la chimie, compte tenu des conditions de développement de l'agrochimie ou de l'alimentation, on a besoin d'avoir des conservateurs, on a besoin d'avoir des arômes, et on ne peut pas tout faire de manière avec des systèmes naturels. Alors, on essaie quand même de faire en sorte que ces arômes, par exemple, soient fabriqués à partir de produits naturels. Aujourd'hui, dans vos chocolats en particulier, dans toutes les formulations de crème, de yaourt, vous avez un arôme de vanille, ça s'appelle la vanilline. Si vous voulez le faire naturel, la vanilline, elle est fabriquée essentiellement, la vanille est fabriquée essentiellement à Tahiti ou à Madagascar, et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en aura jamais suffisamment pour répondre aux besoins de l'ensemble de l'industrie en arôme de vanille. Donc on est obligé de faire de la vanilline synthétique. Donc on fait de la chimie à partir du phénol, qui est un dérivé du pétrole, et à partir de ça, comme la molécule, à partir du moment où vous faites la même molécule que celle extraite de la gousse de vanille, vous avez un arôme de vanille qui est identique. Le seul problème, c'est que dans ce cas-là, c'est un arôme qui est issu du pétrole, donc toujours pareil, par rapport au respect de l'environnement, on n'est pas optimum. Et donc on est en train de travailler aujourd'hui sur l'accès à des arômes de vanille issus de la biomasse, donc du bois. Le bois, ce sont des polyphénols essentiellement, ou des polysaccharides, et on arrive à transformer par la chimie ces produits-là en molécules de vanille. Alors, ce sont des procédés qui sont en cours de développement, mais là aussi, voilà l'impact que la chimie peut avoir sur ce domaine-là, c'est fabriquer des arômes synthétiques, des arômes respectueux de l'environnement au niveau de leur fabrication. Et puis ensuite, donc, sur l'agriculture, il faut protéger les cultures, il faut protéger les semences, et donc on a besoin de produits qui permettent de faire cette protection et de tuer les insectes, etc. Mais ces produits-là, ils ont forcément un impact sur l'environnement, vous en avez entendu parler largement, et donc l'important, c'est de pouvoir les utiliser, tant qu'on n'a pas trouvé de solution alternative, de pouvoir les utiliser dans les conditions les meilleures possibles. Donc c'est de faire des formulations qui permettent de cibler l'espèce active et d'en utiliser beaucoup moins pour le même effet. Et là aussi, ça se prépare à partir de formulations issues de mélanges de tensioactifs qui permettent de formuler ces espèces actives, ces pesticides, ces insecticides,
et d'en utiliser le moins possible, et en particulier de les cibler sur la plante et pas sur l'environnement extérieur. Ensuite, on a la chimie donc dans l'électricité et l'électronique. Je vous ai donné l'exemple du téléphone portable, mais l'ordinateur c'est pareil. C'est bourré de chimie. Donc vous avez les polymères qui fabriquent les coques, qui fabriquent les protections de coques, parce que vous avez également des élastomères. Donc l'élastomère, c'est un polymère un peu moins dur, on va dire, un peu plus souple. Et vous avez une dizaine de polymères différents dans un téléphone portable. Parce que celui que vous avez sur la coque arrière n'est pas le même que celui que vous avez sur les côtés, que vous avez à l'intérieur. Donc c'est vraiment le monde des polymères. Ensuite, vous avez des matériaux pour l'affichage. Effectivement, vous avez des cristaux liquides qui sont utilisés, ou maintenant aujourd'hui des diodes électroluminescentes minérales ou organiques. Mais là aussi, ces produits sont des produits complètement chimiques qui ont été adaptés pour fournir les bonnes couleurs, pour fournir le bon éclairage. Lorsque vous voulez bien voir votre téléphone, il faut une certaine énergie. Et puis évidemment, puisqu'il faut de l'énergie pour faire fonctionner, vous avez la batterie. Et si vous avez des téléphones aussi fins que ceux-là, c'est parce que vous avez des batteries qui sont suffisamment performantes à l'intérieur pour que le téléphone puisse vous fournir de l'énergie, puisse avoir l'énergie pour au moins la journée. Donc vous avez développé les batteries, vous avez développé les polymères. Il y a évidemment donc beaucoup de produits pour l'électronique, des métaux précieux qui sont utilisés dans les circuits intégrés, et puis donc des terres rares qui sont utilisées dans les systèmes d'éclairage qui permettent de voir le téléphone, ce que met le téléphone. Et puis vous avez également toujours cette idée de produits retardateurs de flamme. Vous avez entendu parler du fait que parfois les batteries prenaient feu. Donc il faut également essayer de minimiser ces effets-là et avoir même s'il y a un problème comme ça, avoir des polymères qui ne vont pas brûler ou qui ne vont pas émettre des produits trop toxiques. Et ensuite, on a également des produits chimiques qui permettent de travailler le nettoyage des semi-conducteurs. Vous savez, les semi-conducteurs sont des matériaux qui doivent être très très propres, mais vraiment à l'échelle de quelques dizaines de parties par million d'impuretés. Et pour cela, il vous faut des solvants qui permettent de nettoyer, de décaper ces systèmes-là. Donc vous voyez que là aussi, dans l'électronique, dans tous les matériaux pour l'électronique, donc on parle de téléphone, qu'on parle d'écran, les écrans plans ont été développés aussi par le développement des cristaux liquides et donc par le soutien de la chimie au développement de ces solutions-là. Qu'on parle d'ordinateurs, vous avez vraiment de la chimie partout et vous n'auriez pas pu voir se développer ces solutions-là s'il n'y avait pas eu des solutions proposées par la chimie. Et tout ça, j'y reviens, ça passe par une collaboration intense entre les fabricants de produits chimiques et les fabricants des objets et puis le monde scientifique qui découvre l'amont de ces solutions-là. Donc, dans les matériaux de construction, il y a également pas mal de chimie. Je vous ai déjà parlé du carbonate de soude, qui est un des composants essentiels du verre. On a des solutions dans le domaine de la résistance à la corrosion, de la résistance aux UV, des matériaux retardateurs de flamme, on y revient. Donc, des solutions qui permettent d'avoir des bâtiments plus sûrs, moins énergivores. Et tout ça, ça passe par une collaboration entre le monde de la chimie, le monde des fabricants de matériaux pour le bâtiment et le monde du bâtiment lui-même. Donc là aussi, on essaie d'écouter quels sont les besoins pour le futur. Les besoins c'est souvent de l'isolation thermique, de l'isolation phonique, de la protection par rapport à l'environnement extérieur, donc corrosion, ultraviolet. Et donc là aussi, il y a une série de solutions qui sont proposées par la chimie, depuis donc des matériaux très classiques comme le carbonate de soude, jusqu'à des polymères de très haute spécialité. Et puis dans l'industrie, donc ce qu'on appelle l'industrie, c'est-à-dire le traitement du métal, c'est les protections, les peintures, les revêtements, on développe aussi pas mal de solutions, soit au travers de solvants pour améliorer le nettoyage du métal, de lubrifiants pour améliorer le tréfilage du métal,
d'additifs pour les peintures. Vous avez des peintures partout. Là aussi, il faut améliorer la capacité des peintures d'être bien déposées sur les revêtements. Et les peintures doivent être adaptées à tous les revêtements. Vous avez du bois, vous avez du métal, vous pouvez avoir des tas de revêtements. Et à chaque fois, il faut adapter la composition par la composition chimique de la peinture. Alors quelque chose qui se développe énormément et sur lequel la chimie va également avoir un rôle important, c'est l'impression 3D, ce qu'on appelle l'impression additive. Vous savez que maintenant, vous pouvez aller dans des laboratoires accessibles, pour fabriquer vous-même vos pièces. Vous avez un dessin de la pièce que vous voulez fabriquer et vous allez pouvoir, et je pense que ça deviendra relativement accessible dans les 10 années qui viennent. Si vous cassez, je ne sais pas moi, une poignée de porte, vous irez la refaire avec un système d'impression 3D. Et pour ça, donc ce sont des machines d'impression, pour ça il vous faut des polymères qui permettent de refabriquer la pièce. Et pour travailler dans des machines d'impression 3D, il faut travailler non seulement sur la qualité du polymère, mais sur sa capacité à passer dans le système global d'impression. Donc c'est des problèmes de viscosité, c'est des problèmes de stabilité thermique. Et donc, il faut adapter ces polymères. On ne peut pas faire de l'impression 3D avec n'importe quel polymère, ou même quand on veut le faire en métal. On sait faire maintenant des pièces en métal à partir de l'impression 3D. Il faut également avoir des poudres de métallique qui sont bien dispersées. Et donc, il y a également toute une série de problèmes de formulation par rapport à cette impression. Le point essentiel de l'impression 3D, si vous ne le savez pas, c'est que ça vous donne des produits qui sont directement utilisables parce que c'est très précis pour fabriquer les pièces. Et donc, ce n'est pas comme quand vous fabriquez des pièces dans des moules et qu'il y a toujours une rectification qu'il faut faire à la fin. Là, ça vous donne directement le produit grâce à ces machines d'impression. Et pour avoir vécu à l'époque, aujourd'hui, on utilise des imprimantes très facilement. Il y a quelques années, trentaine d'années, on va dire, quand on a sorti les imprimantes et des photocopieuses, c'était quelque chose qui était très rare. Aujourd'hui, tout le monde en a dans sa maison. Je pense que les imprimantes 3D, dans X années, X peut être 5, 10 ou 15, vous en aurez de plus en plus de manière très très accessible et pour vous, les jeunes, ça sera une vraie révolution. Bon voilà, ça vous a permis d'avoir une idée de où est la chimie. Et donc j'espère vous avoir montré qu'elle est partout. Et qu'elle est partout d'une manière très variée, depuis donc des produits dits de base comme du carbonate de soude, jusqu'à des polymères de très très haute spécialité comme les polysulfones, polycétones, en passant par des produits minéraux comme les silices ou les terres rares. Il n'y a pas un domaine d'application qui échappe à la chimie. Je ne vous ai pas parlé du textile, parce qu'on n'est pas très actif dans ce domaine-là, mais le textile, ce n'est que de la chimie aussi. Même que quand on parle de textile naturel, il y a toujours des opérations de chimie pour stabiliser des fils ou des fibres. Alors, l'autre point, c'est que, donc, je vous ai beaucoup parlé de l'impact positif que doit avoir la chimie. Eh bien, ce n'est pas le tout de le dire, il faut aussi le mesurer. Donc on s'intéresse beaucoup et on mesure et on se donne des vrais objectifs. Et tous les groupes de chimie font ça sur la mesure de notre impact sur la société. C'est-à-dire que nos employés doivent être des acteurs de la vie de leur environnement local. C'est-à-dire qu'on veut que les employés de Solvay soient impliqués dans leur environnement local, alors ça peut être dans leur village, vis-à-vis de l'école, dans des actions proches de la société, en dehors de tout aspect de rentabilité. Et c'est vraiment de montrer comment et d'agir sur le fait que la chimie peut avoir des actions qui impactent la société. Et donc ça, on le mesure. Aujourd'hui, vous avez 23%, on veut avoir au moins la moitié d'actions. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut trouver les actions. Ça peut être, encore une fois, des actions dans les écoles, des actions dans les mairies, dans tout ce qu'on veut. Et c'est très important. Ensuite, donc, on mesure l'impact écologique de nos solutions et on veut mesurer ça. Donc, on veut en faire en sorte qu'on ait 50, voire plus de solutions qui soient totalement respectueuses de l'environnement. Et pour faire ça, là aussi, on mesure ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire vraiment depuis
le minerai, depuis le produit de base jusqu'au produit dans l'application et son recyclage, quel est l'impact de la solution là-dessus. Alors pourquoi on n'est qu'à 50% et pas à 100%? C'est parce qu'aujourd'hui, la ressource issue du pétrole reste une ressource incontournable et le restera même dans les 10 années qui viennent. Donc on ne va pas s'affranchir comme ça de toutes les matières premières issues du pétrole et donc forcément ça a un impact. Mais ensuite, comme je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'on développe des solutions biosourcées qu'elles ont un moindre impact environnemental. Il peut y avoir des impacts environnementaux qu'on retrouvera dans une solution biosourcée qui n'existe pas dans la solution issue du pétrole. Donc tout ça est à mesurer avec précision à chaque fois parce que chaque cas est un cas particulier. Et donc on développe beaucoup ce qu'on appelle donc ces analyses de cycle de vie qui nous permettent de mesurer précisément l'impact de nos solutions sur l'environnement. Et donc justement on le mesure aussi en mesurant notre émission de gaz à effet de serre, vous savez, donc le CO2, mais il y a aussi d'autres gaz qui ont des effets de serre et on veut absolument diminuer. Aujourd'hui, on a un certain impact parce que nos procédés sont énergétivores, demandent beaucoup d'énergie, donc parfois il y a un impact justement sur ces émissions de gaz et on a un objectif très précis de diminuer par 50%, ce qui est énorme, notre impact sur l'environnement. Évidemment, on veut toujours diminuer, on est déjà un niveau relativement faible d'accidents et souhaitons que ça dure. On s'intéresse beaucoup on s'intéresse, mais on est très préoccupé par ça et on travaille beaucoup sur les conditions de travail. Et on est prêt à arrêter certains procédés si on se rend compte qu'il y a un risque soit sur l'environnement, soit sur la santé de nos opérateurs ou de l'environnement local. Donc on suit ça de très près. Alors ensuite, pour développer les solutions pour le futur, il faut travailler. Donc je vous ai parlé déjà des analyses de cycle de vie, donc travailler de manière totalement respectueuse de l'environnement et mesurer l'impact de nos solutions sur cet environnement. Et puis évidemment travailler dans ce système qu'on appelle d'innovation ouverte, c'est-à-dire de travailler avec l'ensemble de la chaîne. Nous, on fabrique des produits chimiques, des produits de base. Il faut absolument qu'on ait un partenariat, évidemment, avec les utilisateurs, avec les fabricants de produits, mais également avec ceux qui sont à la source des innovations par leurs inventions et par le développement des compétences, qui sont donc le monde de la science, le monde académique. Et également le monde du développement de petites structures, donc les start-up. Je pense que vous avez tous envie un jour peut-être de créer votre start-up, votre propre entreprise. Et je vous rappelle que Solvay, en 1863, c'était une start-up. Monsieur Ernest Solvay, il a fondé ça avec l'appui financier de son frère, qui était banquier, mais ça fonctionnait comme une start-up. Et 150 ans après, ça fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce partenariat, il est très important. Et il démarre aussi par le fait de vous expliquer, et je suis bien content de le faire ce matin, ce que c'est que la chimie, ce que c'est que les carrières dans la chimie, et que la chimie, c'est quelque chose qui est au service de la société. Donc, je vous engage à regarder ce que c'est que la chimie et la physique, parce que les sciences sont complètement liées, mais à vous intéresser à ça, parce que c'est un des moyens de développer des solutions pour l'avenir. Et donc vous voyez qu'on investit beaucoup en recherche et innovation pour justement développer ces solutions de demain. Et donc on ne le fait pas tout seul, on le fait en partenariat avec l'ensemble de la chaîne et en particulier donc le monde scientifique et le monde de l'application. Alors je vais aller un peu plus vite là-dessus, mais pour vous montrer qu'il y a des grandes innovations sorties de la chimie, la bouteille en plastique que vous utilisez aujourd'hui partout. Alors, on peut poser des tas de questions aujourd'hui sur la bouteille en plastique et son impact sur l'environnement. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est excessivement utilisé. Ça a été inventé par Solvay à partir d'un matériau qui était le PVC, le polychlorure de vinyle, qui aujourd'hui maintenant sont faites en polyéthylène. Mais ça a été une invention issue d'un groupe de chimie. Donc je vous ai parlé des silices qui renforcent les caoutchoucs. Ça a été également une invention issue d'un partenariat entre un groupe de chimie et un fabricant de pneumatiques qui est également un utilisateur de la chimie. Alors, ensuite, bon ça je vais passer parce que je suis... Mais sachez qu'on donne des prix
On donne des prix à des grands chimistes. Et le prix Solvay pour la chimie, on l'avait attribué en 2015 à quelqu'un qui, l'année d'après, a eu le prix Nobel. Donc on était bien content d'avoir distingué ce monsieur avant. Et puis alors, il y a une autre chose, c'est que Solvay, depuis toujours, supporte le monde scientifique par ce qu'on appelle des conférences. Et cette première conférence avait réuni autour de Ernest Solvay une quinzaine de grands chercheurs dont la plupart ont été soit prix Nobel, soit de toute façon à la source de découvertes excessivement importantes dans le domaine de la physique ou de la chimie. Alors, je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous les noms, mais il y a des gens ici, là, sur cette photo, qui ont été vraiment les fondateurs de la physique nouvelle, parce que là, c'est le congrès de physique, mais également, il y a eu des congrès de chimie. Et puis alors, l'autre point que je veux vous mentionner, vous avez peut-être entendu parler de cet avion qui a fait le tour du monde sans une goutte de carburant, cet avion qui s'appelle Solar Impulse. Ben, la chimie a été partout. Vous voyez qu'on a utilisé de la chimie évidemment pour faire les cellules solaires, il y avait de la chimie dans les batteries, l'avion il est fait pratiquement que de polymères, et donc tous les polymères ont été adaptés en fonction de la pièce qu'on voulait fabriquer dans l'avion. Et donc c'est un avion qui a utilisé, je crois que je l'ai, non ça je vais pas, c'est un avion qui a utilisé plus de 6000 produits différents issus de la chimie. Et il a fait le tour du monde et il n'est pas tombé. On est bien content qu'il ait réussi à atterrir après son tour du monde. Bon, après ça c'est un truc qui vous intéressera moins parce que c'est notre réseau de recherche. Ça c'est que pour faire de la recherche il faut être partout. Mais vous voyez ici, ce qui est important, c'est que la chimie, c'est une combinaison. Développer des produits chimiques, c'est utiliser une combinaison de compétences. Donc bien sûr, il nous faut des chimistes, que ce soit des chimistes organiciens ou minéralistes. Il nous faut des gens qui savent faire du procédé, c'est-à-dire que le développement d'un produit industriel, ça passe par le développement d'un procédé. Vous pouvez parfois faire une très très belle invention sur votre paillasse de laboratoire, en fabriquer 1 gramme, et puis si vous n'avez pas anticipé qu'à un moment il faudra en faire des tonnes, vous allez être bien embêté. Donc la connexion entre le chimiste qui invente les molécules et l'homme du procédé qui sait faire passer cette molécule du bécher de laboratoire à une usine, elle est excessivement importante. Puis ensuite, il faut savoir analyser, caractériser, de plus en plus faire de la simulation, de la prédiction, pour éviter de faire les manips, ou en tout cas faire les manips les plus adaptées. Et donc, on a maintenant de plus en plus de modélisation pour guider les manips des chercheurs. Évidemment, la science des matériaux, c'est-à-dire quand on fabrique des polymères, il y a toute une science, une physique des matériaux, qui permet de travailler les propriétés de ces polymères et de les améliorer. Et un polymère, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à fabriquer et compliqué à transformer. Et puis, je vous ai parlé de la formulation, c'est-à-dire donc tout ce qui est ce qu'on appelle la science de la matière molle, c'est mélanger de l'huile, de l'eau et faire en sorte que les solutions aient la bonne viscosité, se déposent de la bonne manière sur un dépôt, sur une surface, que ce soit donc une surface plastique, une surface de verre, la surface du cheveu, la peau. Et vous voyez que les surfaces sont très différentes les unes des autres, donc il faut étudier tous ces systèmes-là. Voilà, et puis il faut être connecté, donc vous voyez qu'on est connecté dans le monde entier au niveau des partenariats. Donc le métier de chimiste, parce que c'est peut-être aussi ce qui vous intéresse, ça peut vous permettre d'aller partout dans le monde, soit pour travailler, puisque vous avez des usines un petit peu partout dans le monde, soit pour rencontrer des grands scientifiques, pas uniquement pour le plaisir de rencontrer des grands scientifiques, mais pour travailler avec eux sur les produits, les technologies, les matériaux du futur. Et puis c'est des nouveaux outils. Aujourd'hui, on arrive à faire de la chimie dans des systèmes comme ça, on appelle ça des puces microfluidiques. Vous ne le voyez peut-être pas, mais dans ces canaux, qui sont des canaux de quelques microns de diamètre, vous générez des gouttes, des milliers de gouttes, et chaque goutte porte une information. Donc ça veut dire que chaque goutte est un réacteur dans lequel vous pouvez analyser ce qui se passe, et donc vous multipliez votre capacité d'expérimentation, puisque normalement, lorsque vous faites une expérience chimique, vous avez un bécher, une coupe, etc. Mais là, vous avez chaque goutte vous amène une analyse. Donc ça fait autant d'expérimentation. Alors bien sûr, il faut développer les outils pour caractériser ce qui se passe, mais c'est des choses qu'on a su faire.
Et donc ces outils sont des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la découverte. Et là aussi, c'est des méthodes, vous le voyez, de microélectronique couplées à des méthodes de chimie, à de la physique. Ça permet, donc, ces choses qu'on a développées dans ce fameux laboratoire de Bordeaux, dans lequel on a des chercheurs du monde académique, des chercheurs du monde de Solvay qui travaillent, et des étudiants qui travaillent ensemble sur ces projets-là. Et ça aussi, c'est un modèle qui est, à mon avis, fort intéressant pour des jeunes lorsque vous voulez vous lancer dans une carrière. Et donc, la chimie est là pour vous aider à créer votre futur. Et c'est en ce sens-là qu'on souhaite travailler et vous motiver, à vous les jeunes, pour le futur. La chimie, c'est vraiment la création du futur par ce partenariat sur toute la chaîne entre le monde académique, le monde des industriels de la chimie, de la recherche et le monde des applicateurs. Et pour votre bénéfice. Je vous remercie de votre attention. Je sais que c'est parfois un peu long, mais... Si, elle doit y être, je pense. Elle a été enregistrée, je crois. Ouais. Donc moi je vais vous laisser un moment, là c'est monsieur Le Pennec, il faut que vous leur donniez le son à la Je sais fin. pas qu'est-ce que... Ouais, je pouvais pas parler, j'avais rien. Donc, bah oui, mais... L'idéal, ça serait que vous me le rameniez parce que vous le gardez pendant 2 heures, enfin pendant 1 heure, il reste allumé. Limite, vous passez me voir comme ça, je vous le redonne et je le rallume parce que je peux pas... Non, vous pouvez pas l'éteindre d'ici. Si, mais en fait, il y a des piles dedans qui restent allumées.